Le 27 juin 1462, un cri résonne dans les couloirs du château de Blois. Marie de Clèves vient de donner naissance à Louis d'Orléans. Son père, Charles d'Orléans, a déjà 68 ans. Ce poète vieillissant, qui a passé 25 années en captivité anglaise, ne verra pas grandir son fils. 3 ans plus tard, Louis devient orphelin. Le petit duc d'Orléans hérite d'un nom prestigieux mais dangereux. Sa famille descend directement de Charles V et représente une lignée royale concurrente. Louis XI, surnommé l'araignée universelle, voit d'un mauvais œil cette branche cadette qui pourrait contester l'autorité des Valois. Le roi décide de prendre sous sa tutelle cet enfant trop noble pour être laissé libre. À 8 ans, Louis découvre la cour de Plessis-les-Tours. Louis XI l'observe constamment, cherchant les signes d'une éventuelle rébellion. L'enfant apprend rapidement à dissimuler ses pensées et à maîtriser ses émotions. Cette éducation sous surveillance forge son caractère prudent et calculateur. En 1475, Louis XI conçoit un plan redoutable. Il va marier le jeune Louis à sa propre fille, Jeanne de France. Cette union présente un avantage majeur pour le roi. Jeanne souffre de malformations physiques importantes qui compromettent gravement ses chances d'enfanter. En l'épousant, Louis d'Orléans risque de voir s'éteindre sa lignée. Le 8 septembre 1476, à Montrichard, Louis d'Orléans, âgé de 14 ans, épouse Jeanne de France, 12 ans. La cérémonie se déroule dans la tristesse. L'époux regarde avec dégoût cette fillette contrefaite que son père lui impose. Jeanne, consciente de sa laideur et de l'aversion qu'elle inspire, accepte ce mariage forcé avec résignation. En 1483, Louis XI meurt enfin. Charles VIII, âgé de 13 ans seulement, monte sur le trône sous la régence de sa sœur Anne de Beaujeu. Louis d'Orléans, qui a maintenant 21 ans, sent l'occasion de reconquérir l'influence politique de sa famille. Il n'accepte pas d'être écarté du pouvoir par une simple régente. Avec d'autres grands seigneurs mécontents, Louis forme la Ligue du bien public. Cette coalition aristocratique prétend vouloir réformer l'État, mais cherche en réalité à affaiblir l'autorité royale pour récupérer ses anciens privilèges. Louis y voit l'opportunité de se venger des humiliations subies sous Louis XI. La guerre civile éclate. Louis d'Orléans prend les armes contre son beau-frère, le roi. Il espère contraindre Charles VIII à partager le pouvoir avec la haute noblesse. Mais Anne de Beaujeu se révèle une adversaire redoutable. Cette femme intelligente et déterminée manœuvre habilement pour isoler les rebelles. En juillet 1488, à la bataille de Saint-Aubin du Cormier, l'armée royale écrase les troupes bretonnes alliées à Louis d'Orléans. Le duc est fait prisonnier et enfermé à la tour de Bourges. Pendant 3 années, il croupit dans sa cellule, mesurant l'ampleur de son échec politique. Cette captivité transforme profondément Louis d'Orléans. Il comprend que l'affrontement direct avec l'autorité royale mène à la ruine. Désormais, il privilégiera la patience et la diplomatie. Cette leçon d'humilité le prépare paradoxalement à devenir un excellent roi. En 1491, Charles VIII libère Louis d'Orléans et lui pardonne sa rébellion. Le roi a besoin de réconcilier la noblesse pour mener ses projets italiens. Louis retrouve sa place à la cour, mais reste dans l'ombre de son cousin royal. Charles VIII épouse Anne de Bretagne en décembre 1491. Cette union garantit l'indépendance de la Bretagne tout en la rattachant à la couronne française. Anne apporte en dot un duché riche et stratégique. Tout semble promettre un règne prospère. Mais le destin frappe cruellement la famille royale. Anne de Bretagne met au monde plusieurs enfants, mais tous meurent en bas âge. Charles Orlando, l'héritier tant espéré, décède en 1495 à 3 ans. 2 autres fils suivent rapidement leur frère aîné dans la tombe. Une fille survit quelques mois avant de s'éteindre à son tour. Ces deuils répétés accablent Charles VIII et Anne de Bretagne. Le roi tombe dans une mélancolie profonde. L'absence d'héritier mâle fait planer une menace terrible sur le royaume. En cas de mort du roi, la couronne reviendrait à son plus proche parent masculin, Louis d'Orléans. Le 7 avril 1498, Charles VIII se promène dans les galeries du château d'Amboise. Il heurte violemment un linteau de pierre avec sa tête. Quelques heures plus tard, le roi de France rend son dernier souffle. À 36 ans, Louis d'Orléans devient roi de France sous le nom de Louis XII. Le nouveau roi comprend immédiatement l'importance de se concilier l'opinion publique. Contrairement à ses prédécesseurs qui gouvernent par la crainte, Louis XII choisit de séduire ses sujets par la bonté et la justice.
Cette stratégie politique révolutionnaire va transformer l'image de la royauté française. Sa première décision marque les esprits. Louis XII annule tous les impôts levés sans l'accord des États généraux. Cette mesure populaire coûte cher au trésor royal, mais elle conquiert immédiatement l'affection du peuple. Les bourgeois et les paysans découvrent un souverain qui respecte leurs deniers. Louis XII réforme ensuite l'administration judiciaire. Il nomme des magistrats compétents et intègres, réduit les délais de procédure, lutte contre la corruption des juges. La justice devient plus rapide et plus équitable. Les petites gens, habituellement victimes des lenteurs administratives, bénéficient enfin d'un système judiciaire efficace. Le roi surveille personnellement l'application de ces réformes. Il reçoit régulièrement les plaintes des sujets, contrôle l'action de ses officiers, sanctionne les abus. Cette attention constante aux détails administratifs étonne la cour, habituée aux rois plus soucieux de guerre que de gouvernement. En matière fiscale, Louis XII innove également. Il préfère vendre des portions du domaine royal plutôt que d'accabler le peuple de nouveaux impôts. Cette politique budgétaire inhabituelle prouve sa sincérité. Le roi préfère s'appauvrir personnellement plutôt que de ruiner ses sujets. Devenu roi, Louis XII se trouve face à un problème délicat, son mariage avec Jeanne de France. Cette union, imposée par Louis XI, l'empêche d'épouser Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. Or, cette alliance matrimoniale s'avère indispensable pour maintenir la Bretagne dans le giron français. Louis XII décide d'obtenir l'annulation de son premier mariage. Il charge ses juristes de trouver des motifs canoniques valables. L'argumentation développée révèle un cynisme remarquable. Le roi prétend que son mariage n'a jamais été consommé à cause des malformations de Jeanne. Le procès en annulation s'ouvre en juillet 1498. Louis XII fait témoigner des serviteurs qui attestent l'impossibilité physique de consommer l'union. Des médecins examinent Jeanne et confirment ses infirmités. L'enquête révèle des détails intimes humiliants pour la pauvre reine répudiée. Jeanne de France se défend courageusement. Elle affirme que son mariage a été consommé normalement et que son époux ment par ambition politique. Mais comment une femme seule peut-elle lutter contre la volonté royale? Les témoins favorables au roi se multiplient, tandis que ceux qui soutiennent Jeanne se taisent par peur. Le 17 décembre 1498, les juges ecclésiastiques prononcent l'annulation du mariage royal. Louis XII retrouve sa liberté matrimoniale. Jeanne reçoit en compensation le duché de Berry et une pension confortable. Cette générosité ne rachète pas l'humiliation publique infligée à cette femme vertueuse. Libéré de ses liens matrimoniaux, Louis XII peut épouser Anne de Bretagne. Cette union représente un enjeu géopolitique majeur. Elle garantit le maintien de la Bretagne sous souveraineté française, tout en évitant une guerre de succession. Anne de Bretagne, âgée de 22 ans, accepte ce second mariage royal. Veuve depuis 8 mois seulement, elle comprend que son destin personnel importe moins que l'indépendance de son duché. Cette femme, intelligente et cultivée, sait négocier les conditions de sa nouvelle union. Le contrat de mariage, signé le 19 août 1499, révèle la puissance politique d'Anne de Bretagne. Elle conserve le titre de duchesse de Bretagne et le droit de transmettre son duché à sa descendance. En cas de mort prématurée de Louis XII, elle redeviendrait souveraine indépendante de Bretagne. La cérémonie de mariage se déroule à Nantes le 8 janvier 1499. Louis XII épouse ainsi pour la seconde fois une veuve de Charles VIII. Cette répétition historique amuse la cour et inspire les chroniqueurs. Le nouveau couple royal s'installe au château d'Amboise. Anne de Bretagne apporte à Louis XII une dot considérable. Outre la Bretagne, elle possède des domaines dans plusieurs provinces françaises. Cette richesse permet au roi de financer ses futures expéditions italiennes sans ruiner le trésor royal. Malheureusement, ce second mariage ne donne pas l'héritier mâle tant espéré. Anne met au monde 2 filles, Claude en 1499 et Renée en 1510. L'absence de descendance masculine pose à nouveau le problème de la succession royale. Louis XII hérite des prétentions italiennes de Charles VIII, mais il y ajoute ses propres revendications. En tant que petit-fils de Valentine Visconti, il estime avoir des droits sur le duché de Milan. Cette conviction personnelle va l'entraîner dans 20 années de guerre coûteuses. En 1499, l'armée française franchit les Alpes sous le commandement de Gian Giacomo Trivulzio. Milan tombe rapidement aux mains des Français. Ludovic Sforza,
Le duc légitime s'enfuit vers l'Autriche. Louis XII fait son entrée triomphale dans la capitale lombarde le 6 octobre 1499. Cette première victoire enivre le roi de France. Il se fait couronner duc de Milan et réorganise l'administration du duché selon le modèle français. Mais Ludovic Sforza ne renonce pas. Soutenu par l'empereur Maximilien et les cantons suisses, il reconquiert Milan en février 1500. Louis XII doit reconquérir son duché. La bataille de Novare, le 8 avril 1500, voit la défaite des troupes milanaises et suisses. Ludovic Sforza, capturé par trahison, finit ses jours prisonnier au château de Loches. Milan redevient française, mais pour combien de temps? Parallèlement, Louis XII s'allie avec Ferdinand d'Aragon pour conquérir le royaume de Naples. Cette alliance contre nature unit deux prétendants au même trône. Le traité de Grenade, signé le 11 novembre 1500, prévoit un partage du royaume napolitain entre France et Espagne. Les armées franco-espagnoles conquièrent Naples en 1501, mais très vite, les alliés se disputent le butin. Louis XII veut tout le royaume pour lui seul. Ferdinand d'Aragon refuse de céder ses conquêtes. La guerre reprend entre anciens alliés. Les campagnes napolitaines tournent au désastre pour la France. Gonzalve de Cordoue, le grand capitaine espagnol, inflige aux Français une série de défaites humiliantes. À Seminara, à Cerignola, au Garigliano, les armées de Louis XII s'effondrent face à la tactique espagnole. Ces défaites révèlent la supériorité militaire de l'infanterie espagnole sur la cavalerie française. Les tercios, formation disciplinée mêlant piques et arquebuses, massacrent la chevalerie française traditionnelle. Louis XII doit accepter cette révolution militaire qui rend obsolète l'art de guerre médiéval. En 1504, le traité de Lyon contraint Louis XII à abandonner ses prétentions napolitaines. Le royaume du sud de l'Italie devient définitivement espagnol. Cette humiliation diplomatique marque la première grande défaite du règne de Louis XII. Mais le roi ne renonce pas à l'Italie. En 1508, il rejoint la Ligue de Cambrai, coalition européenne dirigée contre Venise. Cette alliance regroupe la France, l'Empire, le pape et l'Espagne contre la République de Saint-Marc, accusée de trop d'ambition territoriale. La bataille d'Agnadel, le 14 mai 1509, voit la victoire éclatante des Français sur les Vénitiens. Louis XII reconquiert toutes les places lombardes occupées par Venise. Cette revanche militaire redonne confiance au roi et à ses généraux. Pourtant, cette victoire précipite la formation d'une nouvelle coalition anti-française. Le pape Jules II, effrayé par les succès français, change d'alliance et forme la Sainte Ligue avec Venise, l'Espagne et l'Angleterre. Louis XII se retrouve isolé face à l'Europe entière. La guerre reprend en 1511 avec une violence accrue. Les Français subissent une série de revers qui compromettent leurs positions italiennes. À Ravenne, le 11 avril 1512, l'armée de Louis XII remporte une victoire sanglante mais inutile. Le commandant français Gaston de Foix meurt au combat. Cette victoire à la Pyrrhus affaiblit plus qu'elle ne renforce la position française. Les pertes humaines sont énormes, les finances royales s'épuisent, l'opinion publique commence à critiquer ces guerres lointaines qui ruinent le royaume sans profit visible. Louis XII doit faire face à une opposition grandissante. Les États généraux de 1506 avaient certes proclamé le roi « père du peuple », mais cette popularité s'érode à mesure que s'éternisent les campagnes italiennes. Les bourgeois reprochent au roi de négliger les intérêts français pour des chimères transalpines. Les finances royales s'effondrent sous le poids des dépenses militaires. Malgré sa répugnance à taxer le peuple, Louis XII doit lever de nouveaux impôts pour financer ses armées. Cette nécessité fiscale contredit ses promesses initiales et ternit son image de roi économe. En 1512, les Français perdent définitivement Milan. Maximilien Sforza, fils de Ludovic, reconquiert le duché avec l'aide des Suisses. Louis XII voit s'écrouler 15 années d'efforts et d'investissements. L'Italie française n'existe plus. Parallèlement, Henri VIII d'Angleterre envahit le nord de la France. Les Anglais assiègent Thérouanne et Tournai, pendant que les Français se battent en Italie. Cette guerre sur deux fronts épuise les ressources militaires françaises et menace l'intégrité du territoire national. Face à l'accumulation des désastres, Louis XII change de politique. Il comprend que la France ne peut plus soutenir simultanément les guerres italiennes et la défense du territoire national.
Le pragmatisme l'emporte sur l'orgueil dynastique. En 1514, Louis XII négocie la paix avec Henri VIII d'Angleterre. Cette réconciliation se scelle par un mariage spectaculaire. Le roi de France, veuf d'Anne de Bretagne depuis janvier 1514, épouse Marie Tudor, la jeune sœur de Henri VIII, âgée de seulement 18 ans. Ce troisième mariage royal stupéfie l'Europe. Louis XII a 52 ans, Marie Tudor en a 18. Cette union disproportionnée vise clairement à produire l'héritier mâle qui manque à la dynastie. Le roi espère que la jeunesse de sa nouvelle épouse compensera sa propre fatigue. Marie Tudor, surnommée la Rose d'Angleterre à cause de sa beauté, apporte la paix avec l'Angleterre et une dot considérable. Louis XII retrouve Tournai et obtient la neutralité anglaise dans ses futures entreprises. Cette diplomatie matrimoniale réussit brillamment. Mais l'organisme royal, usé par les campagnes et les soucis du gouvernement, ne supporte pas les exigences du mariage. Louis XII s'épuise à vouloir donner un héritier à la France. Les nuits d'amour avec sa jeune épouse deviennent un calvaire pour ce corps vieillissant. Le 1er janvier 1515, Louis XII meurt au château de Saint-Germain-en-Laye. Les médecins attribuent sa mort aux excès conjugaux avec Marie Tudor. Le peuple pleure sincèrement ce roi qui avait su se faire aimer malgré ses erreurs politiques. La mort de Louis XII marque la fin d'une époque. Son cousin François d'Angoulême lui succède sous le nom de François Ier. Ce changement dynastique s'accompagne d'une révolution complète de style. Le nouveau roi incarne la Renaissance française naissante. Louis XII laisse un bilan contrasté. En politique intérieure, il a mérité le titre de père du peuple par sa justice équitable, sa modération fiscale et son attention aux besoins populaires. Aucun roi français n'avait su se faire aimer autant de ses sujets. Sa réforme de l'administration judiciaire perdure longtemps après sa mort. Les parlements qu'il a épurés continuent de rendre une justice plus rapide et plus honnête. Les petites gens gardent le souvenir d'un roi accessible qui écoutait leurs plaintes. En matière fiscale, Louis XII a montré l'exemple d'un gouvernement économe. Malgré les coûts énormes des guerres italiennes, il a évité la banqueroute royale en vendant des domaines plutôt qu'en écrasant le peuple d'impôts. Cette gestion prudente contraste avec la prodigalité de ses successeurs. Malheureusement, sa politique étrangère s'avère désastreuse. Les guerres d'Italie ont coûté des sommes colossales sans apporter de bénéfices durables. Pire encore, elles ont révélé la faiblesse militaire française face aux nouvelles tactiques espagnoles et suisses. L'échec italien compromet l'équilibre européen au détriment de la France. L'Espagne contrôle désormais l'Italie du Sud, l'Empire domine l'Italie du Nord. La France se trouve encerclée par les possessions de Charles Quint. Cette situation géopolitique défavorable hantera tout le XVIe siècle français. Malgré ses échecs diplomatiques, Louis XII conserve après sa mort une popularité exceptionnelle. Le peuple français retient surtout ses qualités de bon administrateur et oublie volontiers ses erreurs italiennes. Cette sélectivité mémorielle crée une légende dorée qui traverse les siècles. Les chroniqueurs contemporains exaltent la bonté royale et la justice de Louis XII. Jean d'Auton, son historiographe officiel, brosse le portrait d'un souverain parfait, attentif au bonheur de ses sujets. Ces témoignages, bien que partiaux, reflètent une réalité. Ce roi a été sincèrement aimé. La comparaison avec ses prédécesseurs et successeurs renforce la nostalgie populaire. Louis XI terrorisé par sa cruauté. François Ier ruinera le pays par ses guerres incessantes. Entre ces deux règnes difficiles, le gouvernement de Louis XII apparaît comme un âge d'or de modération et de sagesse. Les États généraux de 1506 qui proclament Louis XII père du peuple marquent un tournant dans l'histoire de la monarchie française. Pour la première fois, un roi reçoit officiellement un titre qui reconnaît sa popularité. Cette innovation politique témoigne d'une nouvelle conception du pouvoir royal. Cette popularité s'explique par des mesures concrètes qui améliorent la vie quotidienne. La réduction des impôts, l'accélération de la justice, la lutte contre la corruption administrative touchent directement l'existence des sujets. Louis XII gouverne pour son peuple, pas seulement pour sa gloire personnelle. Paradoxalement, l'absence d'héritier mâle renforce cette image positive. N'ayant pas de fils à établir, Louis XII ne sacrifie pas les intérêts présents aux ambitions dynastiques futures.
Cette situation exceptionnelle explique peut-être sa générosité fiscale inhabituelle. Au-delà de sa popularité, Louis XII laisse des réformes administratives profondes qui survivent à son règne. Sa modernisation de l'appareil judiciaire transforme durablement le fonctionnement de l'État français. Ces innovations techniques méritent une attention particulière. La réorganisation des parlements constitue sa principale réforme judiciaire. Louis XII nomme des magistrats compétents, fixe des procédures claires, réduit les délais de jugement. Ces mesures techniques révolutionnent l'administration de la justice et rapprochent le pouvoir royal des sujets. L'épuration du personnel judiciaire élimine les juges corrompus et incompétents. Louis XII exige de ses magistrats une formation juridique solide et une moralité irréprochable. Cette exigence de qualité professionnelle améliore considérablement le service public rendu aux justiciables. La codification des procédures simplifie les démarches judiciaires. Les avocats et les plaideurs disposent enfin de règles claires et uniformes. Cette standardisation réduit l'arbitraire et garantit une égalité formelle devant la justice royale. Louis XII crée également de nouveaux tribunaux spécialisés dans certaines matières. Cette spécialisation judiciaire améliore la compétence technique des décisions et accélère le traitement des affaires. L'efficacité administrative progresse sensiblement. En matière fiscale, Louis XII innove par sa transparence budgétaire. Il publie régulièrement l'état des finances royales et justifie ses dépenses devant les États généraux. Cette pratique inhabituelle renforce la confiance publique dans la gestion royale. Malgré ses succès administratifs, Louis XII échoue dans sa mission dynastique essentielle, assurer la continuité de sa lignée. Cet échec biologique détermine l'évolution politique ultérieure du royaume et révèle les limites de l'action royale. Ces 3 mariages successifs visent tous à produire l'héritier mâle indispensable. Avec Jeanne de France, l'union reste stérile à cause des malformations de l'épouse. Avec Anne de Bretagne, 2 filles naissent, mais aucun fils viable. Avec Marie Tudor, la mort interrompt prématurément les espoirs dynastiques. Cette absence d'héritier mâle fragilise l'autorité royale et nourrit les ambitions nobiliaires. François d'Angoulême, héritier présomptif, attend impatiemment la mort de son cousin âgé. Cette situation crée des tensions politiques qui affaiblissent le pouvoir royal. La transmission de la couronne à François Ier modifie profondément l'orientation politique française. Le nouveau roi abandonne la prudence de Louis XII pour une politique de grandeur coûteuse. Cette rupture de style compromet les acquis administratifs et financiers du règne précédent. L'héritage breton pose également problème. Anne de Bretagne lègue son duché à sa fille Claude, promise à François d'Angoulême. Cette transmission unit définitivement la Bretagne à la couronne française, mais au prix d'un mariage forcé qui brise les espoirs d'indépendance bretonne. La question dynastique révèle les contradictions du système monarchique. Un roi populaire et efficace ne peut transmettre ses qualités personnelles à son successeur. L'hérédité royale, principe fondamental de la légitimité, ne garantit pas la continuité des bonnes politiques. 5 siècles après sa mort, Louis XII conserve une place unique dans la mémoire française. Seul roi à avoir reçu officiellement le titre de père du peuple, il incarne l'idéal d'un monarque au service de ses sujets plutôt que de sa gloire personnelle. Cette popularité posthume dépasse largement les frontières chronologiques de son règne. Sous l'Ancien Régime, les opposants à l'absolutisme royal invoquent l'exemple de Louis XII pour critiquer les excès de ses successeurs. Sa modération fiscale devient un modèle de gouvernement économe. La Révolution française elle-même épargne relativement sa mémoire. Alors que tous les rois sont condamnés globalement, Louis XII bénéficie d'une indulgence particulière due à sa réputation de bonté populaire. Cette exception révèle la persistance de son image positive. Les historiens modernes nuancent cette légende dorée en soulignant les échecs de sa politique étrangère. Les guerres d'Italie apparaissent comme des aventures coûteuses et inutiles qui compromettent l'équilibre européen au détriment de la France. Cette critique tempère l'admiration traditionnelle. Néanmoins, l'originalité de Louis XII demeure indéniable. Dans une monarchie souvent tyrannique, il a su gouverner avec modération et justice. Son attention aux besoins populaires tranche sur l'indifférence habituelle des souverains médiévaux envers leurs sujets.
Son règne démontre qu'un roi peut être à la fois populaire et efficace. La bonté royale ne nuit pas nécessairement à l'autorité politique. Cette leçon, malheureusement ignorée par la plupart de ses successeurs, garde toute sa valeur pour comprendre les rapports entre pouvoir et opinion publique. L'héritage de Louis XII dépasse donc largement son époque. Il a montré qu'un souverain pouvait mériter sincèrement l'amour de son peuple par sa justice et sa modération. Cette expérience historique unique explique pourquoi la France garde précieusement le souvenir de son seul « père du peuple » officiel. Son tombeau dans la basilique Saint-Denis porte cette inscription révélatrice « Sigie Louis XII, père du peuple, restaurateur de la France, terreur de ses ennemis ». Ces mots gravés dans le marbre résument parfaitement un règne qui concilia fermeté extérieure et bonté intérieure. Les témoignages de l'époque confirment cette affection populaire exceptionnelle. Claude de Seyssel, juriste et diplomate, écrit « Jamais prince ne fut plus aimé de ses sujets ». Philippe de Comines ajoute « Il avait plus de soucis du bien de ses peuples que de sa propre grandeur ». Ces louanges, venant d'observateurs avertis, attestent la réalité de cette popularité. Les chansons populaires de l'époque célèbrent le bon roi Louis, qui ne pressait point ses sujets d'impôts. Les marchands des halles parisiennes composent des refrains sur « Notre Père qui nous aime ». Cette culture populaire spontanée révèle l'authenticité de l'attachement du peuple à son souverain. Même les ambassadeurs étrangers remarquent cette singularité française. L'envoyé vénitien Justinian observe « Ce roi vit simplement, et ses sujets l'adorent, comme un père ». Le nonce papal note « Louis XII gouverne plus par amour que par crainte, ce qui est rare chez les princes ». Ces témoignages extérieurs confirment l'originalité du modèle politique français. Cette popularité survit aux épreuves du temps. En 1614, lors des États généraux, les députés invoquent encore l'exemple de Louis XII pour critiquer les abus fiscaux de la Régence. Sous Louis XIV, les opposants au despotisme royal brandissent le souvenir du père du peuple contre l'absolutisme triomphant. La Fronde elle-même utilise cette référence historique. Les parlementaires parisiens rappellent que Louis XII consultait les États généraux avant de lever de nouveaux impôts. Cette mémoire politique active prouve que l'héritage de Louis XII dépasse le simple folklore pour devenir un instrument de résistance institutionnelle. Voltaire, pourtant critique envers la monarchie, reconnaît les mérites de Louis XII. Il fut le seul roi qui mérita véritablement le titre de père de ses peuples. Cette approbation philosophique consacre définitivement la singularité historique de ce règne. En définitive, Louis XII incarne une voie alternative dans l'histoire de la monarchie française. Entre la tyrannie de Louis XI et l'absolutisme de François Ier, son règne révèle les possibilités d'un pouvoir royal tempéré par la sagesse et l'humanité. Cette parenthèse de bonheur politique mérite de rester dans la mémoire collective comme un exemple de ce que peut accomplir un roi qui place le bonheur de ses sujets au-dessus de sa propre gloire. Son règne démontre qu'il existait une alternative au despotisme royal. Un monarque pouvait être à la fois respecté et aimé, autoritaire et paternel, guerrier et pacifique. Cette synthèse réussie entre pouvoir et popularité fait de Louis XII une figure unique dans l'histoire de France, le seul souverain à avoir mérité pleinement et durablement le titre de père du peuple.